Merci de nous regarder. Depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, c'est les directs de chaque matin, comme c'est jeudi 28 juin 2018. Dans 2 jours, le pays va célébrer les 58 ans de l'accession de la République à la souveraineté nationale et internationale. Bienvenue, que dira-t-il? Joseph Kabila va s'adresser à la nation, un discours de vœux. Jusque-là, pas de confirmation. La dernière fois, il ne s'était pas exprimé, on l'espère cette fois-ci. Joseph Kabila qui est également annoncé au Congrès au niveau du Sénat et à l'Assemblée, au Parlement, avant le 20 juillet prochain. La tripartite Sensa gouvernement séné n'aura plus lieu aujourd'hui comme annoncé. Le Premier ministre fait les déplacements ou fera les déplacements à de Mwanda pour le coup d'envoi du Tour cycliste du Congo. Cette tripartite aura finalement lieu le 2 juillet prochain. L'affaire Moïse Katumbi au niveau de la Cour suprême, dans sa section Cour de cassation, l'affaire est donc renvoyée au 10 octobre prochain. L'exploit n'a pas été déposé à l'endroit indiqué. On doit d'abord régulariser la procédure. Les avocats crient donc à la victoire, mais pendant ces temps, autre chose, ce que l'affaire, il n'y a pas encore cessation de poursuite. Si le temps nous le permet, nous allons revenir sur l'asphyxie. Les 2 juges démissionnaires de la Cour constitutionnelle, Jean-Louis Essambo et le professeur Banyakou, viennent d'être asphyxiés. Ils n'ont plus droit à leurs avantages et droits. Benoît Luamba a donc instruit les services de budget et pour ne plus piller ses agents. C'est ex-juge désormais. Bienvenue à vous. L'élimination, en tout cas, de l'Allemagne au mondial Russie 2018. On en parle tout à l'heure avec Joachim Diana Dikoupa, qui est avec nous sur ce plateau de kiosque. Diana, bonjour. Bonjour, Serge. Coup dur pour l'Allemagne, hein, qui quitte la compétition. Oui, c'est en dehors de tout, c'est une équipe qu'on supporte. Mais dès le départ, il était démontré que l'Allemagne a un football vieillissant. Vous vous rendez compte que maintenant dans le football américain, on n'a plus de vedettes qu'on avait à l'époque. Et même les clubs, vous avez vu les clubs sombrer dans la Champions League. Et l'Allemagne a très mal commencé. Et j'ai suivi même les Allemands qui estimaient que ça ne servait à rien. Ils souhaitaient que l'équipe rentre. Mais elle ne pouvait rentrer qu'à la fin de la phase des poules. Phase des poules, l'Allemagne sort dernier de sa poule. C'est vraiment historique et c'est humiliant pour les champions du monde sortant. Et on sait que généralement, les champions du monde, les premiers matchs, soit ils les perdent, soit ils font nul, ils ne sont pas très Ils dépassent quand même les caps du premier tour. Ils dépassent quand même les quarts de finale. Mais cette fois, il sort dans la phase des poules. C'est vraiment très dur pour les autres. Mais justement, c'est une manière de couper un peu l'herbe sous le pied de ceux qui pensent que les équipes africaines ont démérité. Regardez une grande nation comme l'Allemagne. Tout à fait, c'est pour vous dire en football, c'est cela. Quand vous regardez une équipe comme le Maroc, c'est une équipe qui mériterait aller plus loin, qui s'est bien comportée, qui s'est comportée mieux que l'Allemagne. Une équipe qui se comporte mieux que la France, bien que la France ait la chance de marquer des buts. Tout dans la poule, tout dépend aussi. Vous avez quel adversaire? Voilà. C'est pourquoi moi je ne serais pas totalement déçu si aujourd'hui le Sénégal est sorti. Le Sénégal a fait déjà le gros des choses, mais s'il peut avoir le petit point pour aller en 8e de finale, c'est un souhait, mais au cas contraire, je ne me ferai pas de migraine pour ça. Très bien, merci beaucoup. Moïse Moussangana est avec nous. Merci à vous. Sœur Diana, vous honorez le téléspectateur pour venir scruter l'actualité avec nous. Moïse, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Oh, merci. C'est Vecleb qui bat à Kassala Bonzo l'équipe de l'homme d'affaires et le gouverneur Ngoï Kassanji. 1-0, but signé Jean-Marc Moundeli. Bon, il faut dire, hein, je dois être franc, le football congolais ne m'intéresse pas du tout parce que il est ce qu'il est. Bon, c'est quand il y a l'équipe nationale qui joue que je supporte un peu la nation et comme ça. Mais le niveau est très bas. Il y a peut-être du côté du Katanga où Moïse Katumbi avait quand même essayé de commencer à relancer un peu les choses en professionnalisant son club tout puissant Mazembe. Mais pour le reste, le niveau reste... En tout cas, le mondial Russie 2018 risque d'être vraiment un mondial, je dirais, indécis sur le plan des équipes et des nations de football. Oui, mais il faut dire que quand vous voyez ceux qui se rencontrent
au cours de ce match du mondial, c'est quoi? C'est le joueur qui joue dans plusieurs championnats. Ils sont peut-être dans une même équipe ou ils sont dans des équipes adverses. Ils jouent dans les championnats espagnols, italiens, anglais, même allemands. Donc c'est presque, ça voudrait dire que le niveau du football au niveau mondial est en train quand même de se relever, hein, avec tout ce foisonnement-là et comme ça. Bon, s'il faut parler de l'Allemagne, il faut dire que c'est une équipe vieillissante. Oui. Ça, il faut le dire. Diana l'a dit. Et puis, il faut voir aussi le niveau du football allemand. J'ai l'impression que même Borussia Dortmund ne joue pas bien. Ces dernières années, le football est sur une courbe descendante. Vous voyez, il n'y a pas un joueur allemand dans le top 10 mondial. Non, il n'y en a pas. Et puis, vous voyez aussi, depuis 10 ans, le ballon d'or européen, c'est qui? C'est toujours en Espagne. Voilà. C'est entre Messi et Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Donc cela voudrait dire que quelque part là, le football allemand doit tirer les leçons de cette Coupe du Monde et essayer de relancer les choses. Très bien, merci. Rapidement, voici les grands titres des journaux avec Forum qui ouvre le bal ce matin. Selon une étude, les Wewa exposés à l'impuissance sexuelle. Un petit commentaire, les Wewa exposés, nos confrères, nos compatriotes, hein, des motocyclistes. C'est une étude, c'est souvent on parle politique. Les Wewa sont exposés à l'impuissance sexuelle. Ils sont sur la moto toute la journée. Ouais. Écoute, il faut peut-être un avis d'un médecin. Je n'ai pas lu l'article, mais je crois, le fait d'être sur une moto toute la journée, avec toutes les secousses, chaque jour. Il faut une alimentation adaptée, hein. C'est possible, mais il faut lire l'article, il faut voir aussi un médecin pour savoir si les conditions pareilles exposent à l'impuissance sexuelle. Joachim Diana. Oui, j'ai suivi. J'ai suivi un médecin, un spécialiste qui était reçu sur une radio quelque part, et il avait démontré qu'effectivement cette position-là, la position de s'asseoir, la façon dont les organes sur la sellette là, les Wewa étaient exposés juste à l'impuissance sexuelle, tout comme avant-hier j'ai suivi, ils étaient exposés au mal des dos. Hein. En fait, c'est une activité très dure, et surtout quand vous y allez sur des routes avec beaucoup de secousses et consorts. Et c'est tout à fait normal et qu'il faut donc pour cela. Et il avait dit que tout dépend du temps d'exposition, de la position dont on est pendant toute la journée. Quand les Wewa ont un petit temps de repos, autant éviter de s'asseoir, de chercher à être à une autre position que la position habituelle. Ils étaient étonnés de voir que parfois il y en a qui, pendant le repos, il est toujours sur sa chaise, sa même chaise. Comme il était sur la route. Comme il était en train de rouler. Merci beaucoup Joachim Diana. C'était pour faire un clin d'œil à ses compatriotes, ces conducteurs de taxi et moto. Procès Katumbi. La Cour envoie l'affaire au 10 octobre prochain. En perspective de sa libération définitive, Jean-Pierre Bemba est et reste égal à lui-même. Affaire suppression de l'examen d'État. Réponse du berger à la bergère. Selon Gaston Moussemena, les décisions sur la vie de la nation se traitent au Conseil des ministres. Après les violences qui ont endeuillé les Kasaï, les évêques s'alarment de la malnutrition sévère des enfants congolais. Cour constitutionnelle, j'en parlais tout à l'heure, Banyakou et Sambo asphyxiés financièrement. Affaire de mercenaires, je crois, je vais commencer par là. La Cour de cassation renvoie Katumbi au 10 octobre 2008. C'est pas 3, je crois, c'est un lapsus. La prospérité, titre, procès, renvoyé au 10 octobre 2018. Katumbi, la traque se poursuit. 55e assemblée plénière de la Senco. Les évêques clôturent les travaux aujourd'hui. Je vais terminer par Elaïs Hebdo qui titre processus électoral, la tripartite gouvernement CENI-CENSA annoncé pour le lundi 2 juillet. Je commence par vous, Joachim Diana, avec ces titres du journal Les Phares, affaire des mercenaires. La Cour de cassation renvoie Katumbi au 3 octobre prochain.
L'affaire du recrutement de mercenaires a envie de la réalisation d'un coup de force contre les institutions de la République qui opposent le ministère public à l'ex-gouverneur de l'ex-province du Katanga a été renvoyé au 10 octobre 2018 par la Cour de cassation. Moïse Katumbi Chapoué devrait logiquement comparaître en personne pour présenter ses moyens de défense compte tenu du caractère pénal du dossier. À l'audience d'hier mercredi 27 juin 2018 à la Cour de cassation dans la commune de la Gombe, ses avocats ont soulevé un vice de procédure et démontré par la voix du bâtonnier Mukendi Wamulumba que leur client accusé de recrutement de mercenaires et d'atteinte à la sûreté de l'État n'a pas été atteint par l'espoir de justice lui est destiné. En tout cas, ce n'est pas un abandon de poursuite, mais je pense que c'est juste un renvoi, mais ce n'est pas un jugement définitif. Hein. Oui, il y a deux choses qui me réjouissent dans ceci, c'est que ce procès a quand même lieu. Parce qu'ici, on s'attendait, mais maintenant, on est dans l'affaire des meubles, on est dans l'affaire des passeports, le dossier qu'on avait commencé, les dossiers, où est-ce qu'on en est avec les dossiers mercenaires? Parce que la justice a son temps, et le temps de la justice a sonné, et que c'est procès. Mais la procédure, c'est tout à fait normal que les avocats cherchent parfois ce qu'on appelle les dilatoires, pour essayer de retarder le procès. Mais je me pose la question, en retardant le procès, c'est en faveur de qui? Est-ce que c'est en faveur de Moïse Katumbi? Ça annule les faits? Ça n'annule pas les faits. Voilà. Je voulais dire dans mon pays, mais chez moi, il y a un proverbe qui dit, je le dis en langue maternelle, puis je traduis, Bunda dia sabadan dan pola, mais Bunda dia milonga dan pola. C'est-à-dire quoi? Un colis où tu as mis la viande, tu ne le mets pas dans le frigo, il pourrit. Voilà. Mais un colis d'une affaire, ça restera tout le temps, ça ne pourrit jamais. L'affaire, on pourra toujours le soulever, le ressoulever le lendemain, après le lendemain. Alors, c'est ce que j'ai dit, c'est quand même heureux que le procès ait lieu. Le temps de... Parce que quand le procès prend ce temps-là, on suppose qu'on cherche des preuves, et quand on les fixe, c'est qu'on a suffisamment de preuves. Et quand aussi vous voyez les avocats en train de faire les dilatoires, et tout, ils sont en train de chercher les moyens de contrer les preuves, les pièces mises à leur disposition. Parce que jusque-là, les avocats n'ont pas dit que le dossier est vide. Mais leur n'a pas été saisi, leur client n'a pas été saisi. Mais voilà, là encore, c'est la deuxième chose qui me réjouit, c'est que c'est une invitation à Moïse Katumbi à rentrer. C'est une invitation qu'il vienne parce qu'on l'attend au procès. Alors qu'il revienne pour que cette histoire se termine. Là, ça réjouit ceux qui disent qu'on ne veut pas du retour de Katumbi. On veut qu'il soit là, mais... Il reviendra peut-être pas après ou pendant le mois d'octobre, parce que déjà au mois de juillet, c'est les dépôts de candidature. Il sera peut-être là bien avant le procès. Oui, ce sont ces avocats qui le renvoient ainsi. Mais s'il peut venir avant, qu'il vienne, comme ça il répondra. Moi, j'ai toujours dit que répondre à la justice, c'est le devoir de toute personne. Et lorsqu'on n'a rien à se reprocher, on y va. Mais si on dit que la justice n'est pas... Mais qu'on donne la preuve qu'effectivement, on a été à un procès. L'exemple le plus patent, c'est le temps a duré ce que ça a duré, 10 ans durant, mais la justice a démontré que Jean-Pierre Bemba était innocent dans le premier dossier, le dossier de crime contre l'humanité. Cela a pris le temps que ça a pris. Mais, comme on dit, l'ascenseur, c'est généralement le mensonge qui prend l'ascenseur, alors que la vérité prend les escaliers doucement, mais arrive quand même. Les temps de la justice n'est pas comme les temps de la politique. Hein. Ah non, justement, la politique, on ne doit pas soumettre la politique de tout un pays au sort de quelques individus. Très bien. Alors réfléchissez déjà sur ce point de vue du pasteur Daniel Ngoï Mulunda, ancien président de la CENI, qui est intervenu sur RFI ce matin pour dire qu'il n'était pas d'accord avec cette série de poursuites contre Moïse Katumbi et qu'il a dit au président de la République qu'on arrête avec des poursuites fantaisistes qui ne vont contribuer qu'à la crispation de la vie politique. Vous allez revenir sur ce point de vue du pasteur Daniel Ngoï Mulunda, un Katangais aussi comme Moïse Katumbi, tout comme le président de la République. Alors, il faut maintenant, Moïse Moussangana, régulariser la procédure, régulariser la saisine, régulariser, je ne sais pas moi, l'assignation. Vous pensez que ce procès aura lieu autant pour Daril, à qui on a refusé le visa, autant pour le colonel Aaron, qui est là, à Makala, et tous les anciens
détenus dans cette affaire de recrutement des mercenaires? Je voudrais dire que le renvoi de ce procès traduit tout simplement l'amateurisme et la légèreté qui caractérise les traitements. Ça, c'est le huissier qui n'a pas bien déposé l'espoir. Non, mais écoutez, le PGR, c'est celui-là même qui avait autorisé à Moïse Katumbi de partir. Il sait que Moïse Katumbi ne reste pas dans ce pays. C'est sur autorisation du PGR que Moïse Katumbi a quitté ce pays à partir de Lubumbashi. Il ne va pas dire qu'il ne le connaît pas, qu'il ne le sait pas. Ça c'est de un. De deux, on sait bien que c'est Darius, je crois. Daryl Lewis, l'Américain. Daryl Lewis. On sait bien qu'il était ici, en prison, et qu'on l'a libéré, et qu'il est parti, et qu'il était prêt à répondre à toute réquisition. On lui a refusé le visa. Mais comment on lui refuse le visa? Tout ce qu'on pouvait faire, si on ne pouvait pas lui envoyer... Non, il semble qu'il était même en possession d'une invitation, mais on lui a refusé le visa. On a dit au début qu'il fallait une commission rogatoire, mais lui-même a dit qu'il voulait coopérer et venir personnellement assister. Mais oui, mais pourquoi on lui a refusé le visa? Pourquoi? Parce que c'est la pièce maîtresse. C'est le seul mercenaire que l'on connaît, sur les 600 que l'on connaît. Donc vous voyez un peu comment les affaires d'un pays sont traitées avec une certaine légèreté. Ça, il faut le dire. Ça, il faut le dire. Les 650 mercenaires, il faut même souligner, c'est incurie même des services de sécurité. Il y a eu 650 personnes, mercenaires, qui sont entrés dans ce pays. Ça, c'est Tambo Mwamba qui avait dit ça. Oui, à l'insu de tous ces services que nous avons. Donc, sécurité militaire, sécurité civile, tout le monde était aveugle. Non, ils ont pris peut-être les visas, pas comme des mercenaires, mais comme des gens qui devaient venir pour travailler dans des champs de Moïse Katumbi. C'est ça que les ministres avaient dit. Mais oui, mais ça veut dire que nous devons avoir des services qui doivent pousser très loin les investigations. Donc, si les gens viennent sous une fausse qualité, je crois que nous devons avoir des services. Mais voilà pourquoi ils sont traqués. Ouais. Non, mais c'est ça tout le problème. Le problème ici, vous voyez que c'est juste un dossier cousu de fil blanc. Cousu de fil blanc. Donc il n'y a rien dans tout cela, si ce n'est pas pour embêter Moïse Katumbi qui s'est déclaré président de la République. C'est la même chose même dans l'histoire de la maison. Oui, c'est toujours la même. Donc il y a quelqu'un qui gêne les intérêts politiques de certains individus dans ce pays, et on le lui fait payer par toutes ces tracasseries judiciaires. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Mais c'est bien malheureux qu'une justice d'un pays comme celui-ci, qui se veut démocratique, reflète cette légèreté et cet amateurisme. Très bien. Hein? Daniel Ngoï Mulunda? Oui, avant de parler de Daniel Ngoï Mulunda, j'aimerais ajouter un mot pour dire que la justice a sa procédure. M. Daryl était ici en prison. S'il revient, c'est pour rentrer en prison. Alors, c'est de la prison qu'il va répondre. Il faut qu'on se mette d'accord de là. Parce que tout ce que je sais, j'avais couvert la séance, son pays s'était engagé qu'on les libère, que le moment où la justice congolaise aura besoin de lui, il viendra. Qu'il soit prêt à venir, qu'il attende le moment où la justice va les convoquer. Il n'impose pas l'agenda. Ça semble à une sorte de chantage. Le moment venu, la justice le convoquera. Parce que je ne vois pas comment on va juger, on va mener cette affaire sans que Daryl, la pièce principale, soit là. Mais qu'on laisse à la justice son temps d'y aller. L'entrée des mercenaires. Ben, là encore, je parle comme journaliste pour ce que j'ai suivi. Parce que je n'ai pas encore tous les dossiers, quels sont ces mercenaires, où sont... C'est là, c'est dans le procès que nous saurons ça. Mais on sait qu'il y en a qui sont entrés comme évangélistes, il y en a qui sont entrés comme travailleurs, il y en a comme garde du corps, comme si Daryl lui-même était entré comme garde du corps, et ainsi de suite. Il y a les documents de recrutement sur Internet que nous avions visités et comme ça. Je pense que ce n'est pas à y faire un procès politique. Attendons la justice. C'est le procès qui va démontrer que Katumbi a raison ou tort. Là, ça sera au fond. Ngoï Mulunda? Ngoï Mulunda. Je me pose d'abord la question, Ngoï Mulunda a fait cette opinion en tant que... Si c'est une opinion comme Moïse peut la mettre, comme toi, tout ça, je ne pense pas que moi, je peux me mettre ici à épiloguer sur des opinions particulières.
C'est vrai, Ngoï Moulounda a été président de cette personne que j'aime beaucoup, que j'ai accompagné, qui avait la grande détermination d'organiser des élections réellement, mais j'ai toujours été contre le jugement qui lui est fait, mais qu'aujourd'hui, qu'il estime que c'est à lui à demander au chef de l'État. D'abord, il demande au chef de l'État comment. Le chef de l'État n'est pas la justice. Nous sommes magistrats suprêmes ne se mêlent pas dans la chose jugée. Ils ne se mêlent pas dans la justice. Les magistrats peut-être à la fin, pour accorder grâce, pour faire... Mais lorsque quelqu'un est accusé, le président n'a pas le droit de demander, laisser arrêter les poursuites. Sinon, nous sommes dans quelle démocratie? Merci beaucoup. Les jours où il le fera pour quelqu'un d'autre, il dira, ah, mais comment il commence à se mêler à la justice? Où est la séparation du pouvoir? Il veut devenir dictateur. Il est devenu dictateur, il dirige tout, et ainsi de suite. Moi, je voudrais juste opposer à ce que Diana vient de dire, que le chef de l'État... Mais le chef de l'État, c'est lui la loi dans ce pays. Vous imaginez le Thomas Tanga, qui c'est Tanganda, Bosco Tanganda. Il y a eu un mandat contre Bosco Tanganda dans ce pays. On ne l'a jamais exécuté. Mais le chef de l'État est sorti pour dire, quoi? On a besoin de la paix. Donc c'était Tanganda qui nous procurait la paix. C'était lui le procureur de la paix. C'était Tanganda, le procureur de la paix. Pour ça, il fallait les laisser. Et il a fallu finalement que la justice internationale mette la main sur Tanganda. Donc c'est pour dire que ce que Dana est en train de raconter, c'est n'importe quoi. Parce que cette histoire de Bosco Tanganda est là, qu'il a refusé qu'on mette la main sur Bosco Tanganda dans ce pays, alors qu'il y a eu un mandat contre lui. C'est le chef de l'État. Donc dire que le chef de l'État ne peut pas s'immiscer à ceci et consort, c'est parce que les gens savent que il est intervenu dans beaucoup de choses que Ngoï Moulounda va le lui dire. Parce qu'il sait comment les choses se passent dans ce pays. Donc Ngoï Moulounda n'a pas tort. Il sait comment les choses se passent dans ce pays. Merci beaucoup, Moïse Moussanga. Mais franchement, je ne sais pas... Et puis, vous allez voir, cette justice-là, je crois qu'on va parler du dossier Banyako et consort. C'est ça l'arbitraire qui est dans ce... Est-ce que ces procès Katumbi, procès mercenaires avec Dari Lewis, sera le procès de tous ces gens-là qui ont été pris à Lubumbashi? Je cite par exemple le colonel Aaron, qui sont à Makala ici. Mais sans doute, parce qu'à l'occasion, il faut faire la lumière sur tout ça. Mais tout ça, tout ce monde-là qui sont en prison, c'est quoi? Ce sont des victimes expiatoires, tout simplement. Hein? Voilà. Donc je crois qu'on va encore voir l'arbitraire de la justice congolaise dans les dossiers administratifs à la Cour constitutionnelle. Merci Banyako et Sambo. Merci beaucoup, on en parlera tout à l'heure. Madame, Monsieur, on va prendre le deuxième thème qui est d'ailleurs très contigu avec le premier en ce qui concerne la justice de la République démocratique du Congo. Moïse, vous ouvrez les balles parce que vous avez clôturé avec les premiers thèmes de l'émission. Cour constitutionnelle avant de prendre la tripartite renvoyée pour le 2 juillet prochain. Banyako, Loapé et Jean-Louis Sambo asphyxiés financièrement. On ne démissionne pas impunément à la Cour constitutionnelle, démissionnaire en avril dernier, à la suite de manœuvres ayant émaillé les renouvellements tertiaires sans tirage au sort de la première composition de la Cour. Le professeur Banyako, Loapé et Jean-Louis Sambo, j'ajoute Kangaché et Kangaché, sont en train de la prendre à l'air dépens, contrairement aux dispositions légales, plus singulièrement l'article 15 de l'ordonnance portant statut particulier des membres de la Cour. Le président Luamba vient de leur couper les avantages et droits liés à leur qualité, notamment des émoluments, en exécution de la requête de ces derniers par la lettre du 15 juin. Le ministre du Budget a instruit ses services et les comptes les concernés, logés à Robank, n'ont pas été crédités au cours du mois de juillet. Moi, je pense que ça ne devait même pas faire l'objet d'un débat parce qu'il y a des gens qui sont impayés dans ces pays, ils sont nombreux. Et pourquoi seulement parler de 2 juges pendant qu'il y a des cas, il y a même des sénateurs qui sont impayés pendant 2 mois, il y a même des députés, tout comme les assistants parlementaires. Ok. Ils ne sont pas, ils sont impayés, mais ils ont espoir qu'ils seront payés demain. Parce que ça, c'est un droit acquis de ces 2 juges démissionnaires. Ils ne doivent pas payer parce que du fait de leur position à la Cour constitutionnelle, ils ont démissionné en bonne et due forme. Ils sont protégés par l'article 15 de l'ordonnance portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle. Cet article dispose que durant les 2 ans qui suivent la fin de leur mandat à la Cour constitutionnelle,
le membre de celle-ci bénéficie des droits et avantages dus en cette qualité, tant qu'ils n'ont pas accédé à un mandat électif, conformément à l'article 32 de la loi organique portant organisation du fonctionnement de la Cour. Oui, Baniakou et Sambo ont démissionné à la suite de tout ce qu'il y a eu comme machination en perspective du renouvellement tertiaire de la première composition de la Cour suprême. Ils ont démissionné en bon uniforme en plénière et cela leur donne droit à des avantages comme le stipule l'article 15. Oui. Mais curieusement, le président de la Cour constitutionnelle, il faut l'appeler le roi Luamba, prend une lettre le 15 juin de cette année. Il écrit au ministère du Budget pour se baser sur une alchimie juridique, une alchimie, véritable alchimie juridique. Il dit non, ces gens-là ne peuvent pas bénéficier de l'article 15 des statuts particuliers des magistrats parce que il y a l'article 32 qui énumère, qui dénonce beaucoup de cas, le mode de fin de mandat à la Cour constitutionnelle, tandis qu'ici, on ne parle que de l'expiration du mandat. Donc cela étant, il fait la combinaison lui-même de l'article 32 de la loi organique et de l'article 15, il trouve que ces gens-là ne peuvent pas bénéficier de leurs droits et consorts. Donc, Luamba est incapable de montrer une loi ou un texte réglementaire qui dit que les gens qui ont démissionné ne peuvent pas toucher leur salaire. Or, il y a des cas qui sont réglés. Ce sont les gens, par exemple, qui ont perdu leur mandat par décès. Là, on sait que leurs familles vont continuer à toucher la moitié de leur traitement jusqu'à la fin du mandat. Ou les gens qui ont été révoqués, eux, n'ont pas droit à ces avantages. Mais les autres, oui, ceux qui ont démissionné d'eux-mêmes, ils doivent bénéficier de ces avantages. Mais d'où le président Luamba tire-t-il ces prérogatives-là pour priver ses anciens collègues de leurs émoluments? Vous savez même qu'aujourd'hui, même ce qu'il y a comme formation aujourd'hui, la composition, c'est illégal dans la mesure où il n'y a pas eu ce tirage au sort. Or, mais l'ordonnance nommant Maître Nkoulou fait allusion au tirage. Oh, mais c'est bien malheureux qu'il y a eu tirage au sort. Or, dans cette histoire-là, qui c'est? Le président Luamba avait même lui-même peur au tirage parce que le tirage concernait un juge dans toutes les trois entités qui forment la Cour constitutionnelle. Donc, ceux qui étaient les gens qui sont venus de la présidence, les gens qui sont venus du Parlement et les gens qui sont venus... Oui, c'est au sort qu'on devait tirer un qui devait partir. Donc parmi les trois, on devait, dans chaque entité, on devait tirer. Et le président Luamba n'était pas aussi à l'abri parce que le tirage au sort pouvait aussi tomber sur lui. Voilà toutes les manœuvres qui ont été faites pour empêcher le tirage au sort. Donc pendant 2 ans, si je comprends bien, je vais revenir à vous, pendant 2 ans, ceux qui quittent la Cour constitutionnelle ne peuvent plus s'engager en politique, oui, mais ils doivent quand même bénéficier 2 ans durant de quelques avantages et droits. Oui, écoutez, j'aimerais d'abord dire ceci, avant de dire que tel autre dit n'importe quoi, il faut éviter de dire n'importe quoi. En citant le cas Tanganda Bosco. Mais tout à fait, c'est du n'importe quoi. Bosco Tanganda, il y avait un mandat à la Cour pénale internationale, la CPI. Et la Convention de Rome dit clairement que le pays dans lequel se trouve l'accusé doit coopérer. Et là, on donne la prérogative au pays de coopérer ou de ne pas coopérer. C'est ainsi, vous savez que toute l'Afrique a dit on ne livre pas le président El-Béchir. C'est pourquoi vous avez vu que le président qui avait fait le tour en Afrique du Sud, le même Béchir, en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud a refusé de les livrer. C'est un cas tout à fait particulier. On donne des exemples qui n'ont même pas de simple odeur commune. Alors, pour revenir maintenant à ce qui concerne Baniakou et Sambo, depuis que ces gens-là sont à la Cour, depuis qu'ils ont quitté, on ne parle que d'eux. Bon, écoutez, vous savez qu'il y a aussi des cas particuliers. Il faut lire les statuts. Je pense que c'est ça que le président de la Cour a dit.
que dans l'article 30, vous savez que même dans le code du travail, Serge, si tu démissionnes de CCTV et que tu démissionnes sans préavis, tu n'as pas droit au décompte final. Voilà. Mais si c'est la maison qui te fait partir, ou tu termines, tu avais un mandat, un contrat à durée déterminée, tu termines ce contrat, tu as droit à toutes ces... Mais tu peux aller même à la cour, au tribunal du travail et tout ça, on dira que oui, j'ai terminé, oui, j'ai presté mon préavis et voilà, je suis parti. Si tu démissionnes, tu n'as plus aucun droit. Donc ils ont sabordé les tirages, ils sont partis, ils n'ont qu'à boire la calice jusqu'au bout. Justement, quand vous avez démissionné, vous n'avez pas les avantages de quelqu'un dont le mandat a expiré. Moi je pense que je ne veux même pas parler de cette histoire avec passion. Je ne vois pas d'où viendrait la passion. On reste dans les faits. On reste dans les faits et dans les positions. Donc, qui démissionne n'a pas le même droit que celui qui est arrivé jusqu'à la fin de son mandat. Il n'a pas à lier cette histoire avec soi-disant les grandes qu'ils ont fait à la cour. Maintenant, la question qui se pose maintenant, comme ils ont démissionné, ils n'ont pas le droit de leur salaire. Sont-ils encore soumis à l'exigence de ne pas s'adresser à la politique? Voilà comme ça que nous devons réfléchir. Alors, réfléchissons maintenant. Ils peuvent dire, bon, ok, comme vous ne nous reconnaissez pas les moyens de survie pendant les 2 ans, pendant le temps nous engageons en politique. Est-ce que c'est pas nous risqué pour la sommes Cour? plus tenus par cette disposition-là. Voilà. À ce moment, ils peuvent présenter leur candidature déjà. On a déjà fait l'appel à candidature. C'est une conséquence qu'on peut voir. Puisque, qu'est-ce qu'on a dit? On les paye parce qu'ils ont été au fait de certains dossiers et il faut les mettre à l'abri pendant au moins 2 ans. Les droits de réserve. Voilà, les droits de réserve, ils ne doivent pas s'engager dans une campagne où ils peuvent dire n'importe quoi, et ainsi de suite. Alors, pendant ce temps-là, ils doivent avoir les moyens de survie. On leur donne. Mais maintenant qu'on dit ils n'ont plus droit à ces moyens de survie, puisqu'ils ne sont pas allés jusqu'à la fin de ce mandat, sont-ils encore liés par le devoir de réserve? Sont-ils encore liés par le fait de ne pas s'engager en politique? C'est la question. C'est une question qu'on peut relever. Alors, allons jusqu'au bout. Non. La question de Diana Vos, son président, est-ce qu'on a vu par exemple avec la CENI, comment le sénateur Jacques Joly a quitté la CENI, on a écouté les mandats, il est rentré, il a occupé le poste du sénateur au niveau du Sénat. Maintenant que Luamba a coupé les robinets, ils sont encore liés par cette histoire de devoir de réserve. Écoute, ça me fait rire. Hein. En fait, on veut faire ici allusion au Code du travail. Ces gens-là ne sont pas soumis au Code du travail. Ils ont une ordonnance portant statut particulier. Il y a une loi organique qui organise le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Et donc c'est à ce texte-là qu'on doit se plier. Même le statut particulier est très clair. On dit ceci: les fonctions des membres de la Cour constitutionnelle ou du parquet général près de cette Cour prennent fin par expiration du mandat, démission volontaire ou d'office, révocation, décès. Et que dans ce même statut, donc la démission volontaire de Banyakou et Sambo entre dans la ligne de compte. Oui. Et on vous dit, sans préavis. Oui, c'est ce qu'on dit ici. Et puis vous allez à l'article 15 qui dit, durant les 2 ans qui suivent la fin de leur mandat à la Cour constitutionnelle, les membres de celle-ci bénéficient des droits et avantages dus à cette qualité. Mais il y a des dispositions en ce qui concerne les gens qui ont terminé leur mandat, donc les décès à mis fin à leur mandat, ou les gens qui sont révoqués. Donc, le président Luamba ne peut pas venir ici prétendre que, voilà, on évoque l'expiration du mandat. Il doit respecter les textes. On ne peut pas venir ici dire que faire un parallélisme avec le code du travail ou les droits de nature pour dire que non, si on a démissionné, on perd. Non, merci beaucoup. Ce n'est pas ça. J'ai compris. Donc c'est un parallélisme qui ne tient pas sa route. Merci beaucoup. J'ai compris. Maintenant, réfléchissons sur cette analyse de Diana. Maintenant qu'on veut couper les robinets, autrement dit, l'on m'avait dit à Isambo et à Banyakou, dites tout ce que vous avez constaté pendant que vous étiez juge de la Cour. Ou soit engagez-vous dans des partis politiques. Non, mais je crois que je crois que ces gens-là sont respectueux de la loi. Donc, pendant 2 ans, ils sont astreints à un devoir de réserve.
ils ne peuvent pas le faire. Donc on ne peut pas. Si personnellement ils consentent qu'ils peuvent faire de la politique, tant mieux, mais on ne peut pas les y obliger. Merci beaucoup. Donc c'est leur choix. On ne peut pas les y obliger. Merci beaucoup. Joachim Biana, moi je pense plutôt que... Oui, je voulais dire ceci. Quand nous parlons, il faut suivre la logique de quelqu'un. Je n'ai pas fait de parallélisme, mais je donnais un exemple. J'ai dit, dans le code du travail, il y a les exigences. Vous devez donner le préavis à votre patron, le temps qu'il trouve quelqu'un pour vous remplacer. Lorsque vous êtes un agent de cadre, il y a un temps de préavis. Lorsque vous êtes un agent subalterne, il y a un temps de cadre compte tenu de... Et ils ont un statut particulier. Ça, c'est un exemple. Mais ils ont un statut particulier. Mais c'est ce que j'ai dit. Maintenant, je suis entré dans leur statut particulier. Voilà. J'ai pris les deux cas, séparément. Il y a des gens qui voient des conditions parce qu'il est venu sur le plateau pour avoir raison, même pour rien. J'ai dit ceci. Quand maintenant je prends leur cas, j'ai dit, ils ont un statut particulier. Et je vais à la raison principale pour laquelle on doit continuer à payer les émoluments à quelqu'un qui ne travaille plus. Parce qu'il a des exigences, les droits de réserve, il ne peut plus s'engager. On ne doit pas laisser faire pour qu'il meure de faim. Alors, maintenant, je me pose la question, maintenant qu'on ne le paye pas, ont-ils rompu également l'exigence de ne pas s'engager en politique? C'est le questionnement. Vous vous êtes posé la question. Que les intellectuels, Allez, on va prendre le dernier virage. Très s'il y a bien. quelqu'un qui est venu avoir raison, il n'a qu'à avoir raison en tout. Non, on n'a pas question d'avoir raison ici. Nous analysons et les téléspectateurs comprennent. C'est pour eux que nous faisons cette émission. Merci à Diana et merci à Moïse Moussangana pour ce deuxième. On va entrer au dernier thème de l'émission avec Elaï Sebdo, processus électoral. La tripartite gouvernement CENI-SENSA annoncée pour le lundi 2 juillet. Ça n'aura plus lieu aujourd'hui. Les chefs du gouvernement fait un déplacement de mandat. Alors, ici, nous voulons évaluer les processus électoraux. Les CNSA, le gouvernement et la CENI. Pendant ce temps déjà, la CENI qui donne le go pour les provinciales. On dit évaluer les processus. Je prends mon petit bout de papier. Évaluation du processus. Après l'évaluation, dans cette évaluation, nous avons cette question de la machine à voter, la décrispation politique, les conditions de l'IDPS, changer Kalamba. Rapidement, Joachim Biana, on passe en revue cette question. Oui, mais j'ai un peu l'impression que le CENSA est en train d'outrepasser C'est prérogatif. ses prérogatives. C'est l'impression que je m'engage. Ce qui peut me faire penser qu'il y a certaines personnes au CENSA qui cherchent à faire une récupération politicienne, une façon de revenir dans le bon sentiment et puis dans l'amour d'une certaine opposition. Je pense que la meilleure des choses de faire, c'est de démissionner. De dire, je démissionne du CENSA, je me réengage à l'ensemble, au rassemblement ou quoi. C'est clair. Mais il ne faut pas chercher à créer une crise pour se faire une virginité politique ou bien se faire un éclaircie politique. Donc, le rôle du CENSA est clair. Il fait les suivis du processus électoral. Les suivis, les actes qui sont posés par les autres, lui fait les suivis. La CENI a un calendrier électoral. La CENI respecte ce calendrier électoral. Mais est-ce que c'est tout ça d'aller dire à la CENI que non, pourquoi les bulletins, vous avez voulu qu'ils soient verts, nous, ça nous voulons qu'ils soient, vous avez voulu qu'ils soient jaunes, parce que jaune, c'est la couleur de tel parti politique, nous aurions voulu qu'ils soient bleus ou qu'ils soient... Ce n'est pas ça son rôle. La CENI a ses prérogatives au regard de la loi et de la Constitution. Mais des suivis de l'accord aussi. Suivi de l'accord. L'accord parle de la décrispation. Mais tout à fait. L'accord parle de la décrispation. Moi, j'ai dit que le CENSA devrait parler dès le départ. Quel est le premier acte de décrispation? C'est gérer ensemble. Voilà. C'est le premier acte qu'il y a de... Comme on est un peu comme Pressan City. On gère ensemble, il n'y a plus d'opposition d'un côté, il y a majorité de l'autre, alors on gère ensemble et c'est la grande décrispation. Est-ce que cette décrispation existe? Le CENSA lui-même n'est pas né dans la décrispation. Le CENSA est né dans la division rassemblement limité. C'est la décrispation. Non, je pense qu'on ne doit pas prendre les Congolais pour des imbéciles. On est déjà parti pour la non-décrispation dès le moment où, au lieu qu'il n'y ait plus d'opposition, il y a déjà une opposition. Et qu'est-ce que le CENSA va faire pour qu'il n'y ait plus d'opposition?
Parce que c'est ça. Le reste qui vient, on ne peut plus se combattre, on ne peut plus faire ceci, on prend toutes les mesures ensemble parce que nous sommes tous, nous gérons le pays ensemble. Mais on ne le gère pas ensemble. Dans la feuille de route de Lengankoï, il mentionne même la question de la machine à voter. Il dit que ça ne met pas en harmonie la classe politique. On parle même du préalable de fatigue, notamment sur le cas de Kalamba. Lengankoï commence par mettre fin à l'existence de plusieurs rassemblements, qu'il commence par mettre fin à l'existence de l'opposition, parce que c'était ça l'objectif du dialogue. Même avec Tibala et Moma, ça ne oui, oui, alors, c'est ça la décrispation. Non, moi je pense qu'il y a moyen pour quelqu'un qui veut revenir à l'opposition, qui ne trouve plus, qui n'a plus de boussole, de démissionner. De démissionner ou de jeter le pavé directement, clairement. Ça, cette activité-là du CNSA n'est pas non plus pour la décrispation. Il va créer des tensions inutiles, il va exacerber les tensions. Je pense que... Donc vous pensez que c'est vraiment une réunion de trop et qui n'a pas son sens et que ça n'aboutira à rien? Ça n'aboutira à rien. Il n'y aura pas de grandes options sur la machine à voter? Sauf que si on décide que, bon, l'option sur la machine à voter, je l'ai toujours dit, pourquoi? Mais moi, je sais qu'il y a des gens qui tiennent à ce qu'il n'y ait pas cette machine à voter. Ce n'est pas parce qu'ils estiment que la machine à voter ne va pas leur permettre de bonnes élections, mais c'est parce que la machine à voter maintenant, c'est le brin de sable qu'on peut utiliser pour bloquer les processus. J'ai toujours rappelé, au départ c'était la loi électorale. La loi électorale, elle est ici. À un moment, on a abandonné la loi électorale. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été changé dans la loi électorale. Rien, jusqu'à présent. On est tombé sur le calendrier. Ce calendrier-là, ceci, tout ça. Maintenant, on a abandonné le calendrier électoral. Maintenant, on dit, quand on a fait l'enrôlement, on s'était tu. Les fichiers électoraux, on a abandonné. L'audit de l'OIF, maintenant on tombe dessus. Et bon, voilà, il y a les 16% de non-enrôlement. Donc, on tombe sur tout ce qui peut gêner les processus électoraux. Et c'est une... Moi, c'est pourquoi je dis que les gens doivent être honnêtes, comme un peu certaines langues, comme le... Je ne sais même pas, il parle au nom de qui, oui. Le président de... Ton président, toi tu es laïque catholique. Oui, le CLC. Pas le CLC, Calcc, qui est sorti de sa tombe pour exiger le dialogue encore autour de... Peut-être lui, il est honnête que les gens reviennent autour pour... Il y avait moyen de le faire, mais les gens ont dit, nous ne voulons pas de dialogue, nous ne voulons plus rencontrer personne. Nous voulons... Élection. Élection. Quand il y a élection, j'ai suivi l'UDPS qui dit, ils ne vont pas présenter des listes avant ceci de conditions. Notamment les cas de Kalamba, Kalamba. Et ils disent, nous n'allons pas... il y a le MLC qui dit, et là au moins c'est faisable, puisque nous allons présenter les dossiers avec de l'argent, qu'on nous rembourse d'abord notre argent. Et là, c'est faisable. On peut même faire la compensation. Voilà. Non, vous avez telle liste, vous avez payé autant, maintenant ça fait autant, on fait la compensation, ajoutez seulement ça. Voilà. Et voilà, là où il y a la volonté de débloquer les processus électoraux pour qu'on aille aux élections. Mais le reste, je pense que, et Kalamba, moi je dis ceci, ça c'est mon opinion. Imaginez-vous que en 2011, l'UDPS, avec ce qu'il dit, avait le porte-parole de la CENI. Nous serions partis pour le schéma ivoirien. Et maintenant, nous sommes en train d'aller vers là. Le président de la CENI proclame ceci, le rapporteur dit qui obéit aux options politiques déclare une autre chose. On sera parti pour une crise à l'Ivoire. Celui qui viendra jouera les schémas ivoiriens. C'est l'objectif visé, parce que d'un moment, vous ne pouvez pas reconnaître cette CENI. Vous voulez que vous voulez soit là-dedans, vous ne voulez pas aller aux élections, mais vous voulez être dans l'organisation des élections. On multiplie, il y a même des conditionnalités qui ne vont pas dans le même sens. Merci beaucoup, Jacques Mbiana. La tripartite n'aura plus lieu aujourd'hui, c'est renvoyé au 2 juillet 2018. CNSA, gouvernement et CENI. Évaluer l'accord. Bon, il faut dire ceci dès le départ, que le CNSA était mal parti, parce que c'était une institution née d'un inceste, ça il faut le dire, et que cette institution a été imaginée à la stature d'un homme qui était Tshisekedi. Ce n'est pas Olenga. Il n'a pas l'étoffe nécessaire pour pouvoir impulser les choses, diriger cette histoire avec autorité.
Donc ça, il faut le dire. Mais oui, il se réveille, comme on dit, pour peut-être se blanchir, comme vient de dire Diana, mais il pose aussi des problèmes qui sont importants, notamment l'histoire de la machine à voter. Vous savez, Serge, quand je publiais mon livre, quand je donnais les appréhensions qu'avait l'institution sur le vote électronique, la machine à voter, je citais le CNSA. Oui. Je disais dans mon livre, à la page 26, en charge du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre en vue de garantir l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées, le CNSA ne s'est pas exprimé officiellement sur la proposition du nouveau mode de vote de la CENI. Il en parle peut-être aujourd'hui. Il en parle aujourd'hui, avec retard, comme on dit que mieux vaut tard que jamais. D'accord? Donc il se pose un problème. D'abord pour la CENI elle-même. Le fait que Nanga ait dit, ait publié le 10 avril 2018 deux appels d'offres internationaux, dont un en rapport avec l'audit de la machine. Donc ça voudrait dire qu'il y avait quelque chose qui se posait, il fallait dissiper ces malentendus. Mais aujourd'hui, je suis étonné que Nanga lui-même revienne, comme il en a l'habitude, par des arguments d'autorité. On ne peut pas aller de l'audit en audit. Mais lui-même a reconnu, en lançant un appel d'offres qui avait un problème, il fallait certifier cette machine. Et vous voyez, on continue. Quand vous prenez la décision de la CENI portant mise en application de la loi électorale, parce que je venais de dire ici que la loi électorale n'a rien amené. Non, il a amené quelque chose. Le seuil de représentativité, c'est la nouvelle loi. L'augmentation de cautionnement, c'est la nouvelle loi. Le fait de reconduire l'article 237 terre qui interdit le vote électronique pendant ce cours, c'est la nouvelle loi. Donc on ne peut pas dire que la nouvelle loi n'a rien apporté. Et quand vous vous rabattez sur cette décision de la CENI portant mesure d'application de la loi électorale, dans les entendus, la CENI dit, vu la loi, vu la Constitution, vu. Mais quand vous arrivez à l'article 50, la CENI vous dit, le bureau de vote est aménagé, il comprendra, entre autres, une machine à voter permettant l'impression du choix. Mais cette machine à voter, là, il a quelle existence légale? Parce que la loi, j'ai entendu sur Top Congo, Jean-Pierre Kalamba, évoquer l'article 47 qui dit que le vote est soit par bulletin papier, soit par le vote électronique. Mais il n'est pas allé loin pour parler de l'article 237 terre. Par là, Kalamba voulait justifier l'utilisation de la machine à voter. Or, j'ai toujours dit qu'il se pose un problème sémantique dès le départ. La CENI n'a jamais voulu, délibérément d'ailleurs, définir qu'est-ce qu'un vote électronique, qu'est-ce qu'un vote semi-électronique, qu'est-ce que la machine à voter et qu'on sort. Or, la machine à voter, je l'ai dit dans mon livre, je le souligne, que c'est un ordinateur de vote. Donc c'est un système, c'est un ensemble de systèmes informatiques et tout vote qui passe par les systèmes informatiques est un vote électronique. Et le vote électronique est décliné en plusieurs modes, dont la machine à voter. Donc quand la CENI utilise dans sa décision la machine à voter, en principe c'est une décision qui doit être attaqué devant le Conseil d'État. Je ne sais pas s'il est déjà en place. Ou bien on peut recourir à la section administrative de la Cour suprême de justice. Et même là, quand vous allez à l'article, plutôt j'ai parlé, c'était l'article 49, quand vous allez à l'article 50, on dit que lorsque le vote est effectué au moyen d'un bulletin papier, le bulletin de vote est unique pour chaque scrutin et pour chaque circonscription électorale. Il peut être préimprimé avec les éléments d'identification des candidats ou vierges et consorts. Or, quand vous analysez l'article 50, s'il s'agit du vote électronique via la machine à voter, comme la CENI est en train de présenter, et c'est ce qu'elle a expliqué, donc les bulletins sont vierges, donc il ne peut pas y avoir dans sa disposition l'éventualité d'avoir des bulletins préimprimés comme nous les avons eu en 2006 et en 2011. Merci. Vous voyez que la CENI avance en tâtonnant et voilà. C'est le péché originel. Vous n'avez pas voulu parler de la décrispation, c'est dommage.
C'est bien dommage. La parole. Une petite minute pour dire ceci. Vous savez que le débat sur la machine à voter commence à devenir indécent. Mais ça divise. Jusque-là, oui, ça divise parce que j'ai dit c'est un brin de sable qu'on veut utiliser pour bloquer le processus. Personne, même ceux qui ont écrit des livres, personne n'a encore démontré en quoi on peut tricher avec la machine à voter. Mais je suis étonné de dire que lorsqu'on utilise un élément électronique, le vote devient électronique. Mais alors notre vote ici est déjà électronique depuis 2006. Puisque l'enrôlement est électronique. L'enrôlement est électronique avec les empreintes, tout ça. C'est électronique. Oui. Le bulletin lui-même, il est imprimé par le processus moderne de l'imprimerie. Quand on va imprimer en Afrique du Sud, vous avez ces impressions électroniques. Donc tous les éléments sont électroniques. Quand on parle de bulletin prêt, ça veut dire quoi? Avant d'aller mettre mon bulletin dans l'urne, je l'ai déjà, il est pré-imprimé sur place dans la machine. Moi je pense que c'est un débat inutile. Très bien. Aujourd'hui, le seul avantage, imaginez-vous, nous aurons 3 scrutins. Donc 2 de preuves. Oui. Vous allez, quelqu'un se présente, on lui donne un syllabus de 56 pages. Il commence à feuilleter pour chercher le nom de son candidat. Quand il aura fini avec le candidat député pour laisser ce bulletin, il va les mettre dans l'urne peut-être après 10 votants. L'urne est pleine, on doit mettre à côté parce que le bulletin est tellement volumineux. On lui donne un autre syllabus avec les candidats députés provinciaux. Il propulse et il faudra même un fauteuil pour que les gens se mettent à lire. Moi, je pense qu'il faut être beaucoup plus pratique avec de donner quelqu'un en papier. Qu'il dépose, difficile à manipuler. Non, il n'y a rien à manipuler. Vous déposez, ça sort. Vous avez votre bulletin votre candidat. Il est pré-imprimé avant de le mettre dans l'urne. Vous me donnez juste 30 secondes. Parce qu'il faut dissiper certains malentendus ou un certain manque de maîtrise de certaines choses. Je cite ici dans mon livre, quand on définit le système, le vote, je cite Madame Chantal Anguéard, qui est ingénieure en informatique, docteur en informatique, maître de conférences à l'Université de Nantes. Elle dit ceci, que le système, le vote électronique ou dispositif de vote électronique, c'est défini comme un ensemble de matériels et de logiciels réalisant les recueils ou les décomptes du suffrage. Il regroupe toutes les formes de vote faisant intervenir un dispositif informatique. Il y a aussi une dame, Laurence Favier, qui est professeure des sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lille, qui vous dit « Les votes électroniques consistent à utiliser les technologies de l'informatique et des télécommunications dans le processus de vote. » Qu'est-ce que ça change avec l'enrôlement et l'impression du bulletin en Afrique du Sud? Écoute, c'est pareil. Non, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Vous savez, non. Ce sont des extraits tirés de leur contexte pour justifier une cause mal défendue. Ok, merci Diana. Une cause mal défendue. Vous savez, il y a ceci. Les logiciels qui est la base dans ces systèmes-là, qui recueillent et qui décomptent, software, qui recueille et qui décompte. Ces logiciels peuvent être bogués. Ces logiciels. Mais c'est ça qu'il faut démontrer. En quoi ces logiciels peuvent être propriétaires ou fermés. S'il n'est pas propriétaire ou fermé, c'est-à-dire qu'on peut le mettre à la disposition, donc il est public à la disposition, que la CENI publie les logiciels, parce que ça ne doit pas être un secret. Comme ça, les gens qui ont le savoir informatique peuvent pénétrer ces logiciels. Parce que la seule manière pour aller vers la transparence dans les votes électroniques, c'est les logiciels libres. Si ce logiciel-là n'est pas libre, et comment on peut dire qu'il peut y avoir transparence? C'est ça tout le problème. Ce problème ne se pose pas, d'autant plus que le vote n'est pas électronique. Un vote électronique doit avoir une urne électronique. Non, c'est faux. Mais c'est ça. Mais c'est faux. Le cas que nous avons fait en 2006,
sont électroniques. Allez. Tu es en train de venir prendre des extraits. Tu maîtrises, Tu agences même très mal. Tu ne maîtrises pas ce que tu dis, Tu ne Diana. maîtrises C'est rien. malheureux. Moïse, je vous retire la Tu as parole. pris les extraits que tu utilises. C'est malheureux. L'émission est terminée. Tout à c'est malheureux. Du vrai journal, Peter Chani. Je lis des textos des téléspectateurs de Montiri. Sinon, ils vont m'en vouloir. Bonjour, kiosque. Le Premier ministre a préféré reporter la tripartite pour aller donner les go du tour aux cyclistes. C'est grave et dangereux pour la République démocratique du Congo. Bon, j'ai mes limites là pour aujourd'hui. Merci à Moïse. Merci à vous, cher Diana. On se retrouve la semaine prochaine. Bon anniversaire à papa. Georges Leta, bon anniversaire. C'est un jour de joie et d'allégresse. 9h30 demain, avec le même plaisir.